Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité, ce soir, protestation des travailleurs de la Poste. Ils ont organisé un sit-in ce matin devant la direction générale pour dénoncer les retards de paiement de leur salaire. Ils appellent les autorités à respecter leurs engagements afin de sortir l'institution de la crise. Et puis, campagne contre la migration clandestine face à la montée de la migration. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes a lancé une campagne de sensibilisation dans les villes côtières. La directrice de l'ONPEJ s'est exprimée lors de l'étape de Saint-Louis, soulignant l'importance d'encourager les jeunes à rester et à ne pas céder à l'appel du départ. Vous l'entendrez. Mobilisation de la jeunesse soninké. Elle dénonce l'absence de mesures d'urgence après les inondations à Bakel causées par le débordement du fleuve. Le collectif appelle le gouvernement à agir rapidement pour reloger les sinistrés et leur fournir une assistance alimentaire. Et dans ce journal également, nous partons à la découverte de Caïmor, un village méconnu au riche passé historique, fondé par des descendants de rois venus du Djolof. Ce village, anciennement appelé Gurmbagne Fabor, abrite de nombreux sites historiques qui méritent d'être valorisés. Je vous le disais tout de suite, la jeunesse soninké s'est mobilisée ce matin pour dénoncer l'absence de mesures d'urgence suite aux inondations qui ont frappé Bakel, les inondations causées par le débordement du fleuve. Ce collectif pointe la multiplication des dégâts et l'abandon des populations sinistrées. Ils exhortent le gouvernement à intervenir pour faciliter le recasement des victimes et fournir une assistance alimentaire aux familles sinistrées. Mamsene Boubabou et Mafalfal pour les détails. Les dégâts causés par les lâchers d'eau du barrage Manantali préoccupent les élèves et étudiants de Bakel et Kanel. La jeunesse soninké dénonce les conditions difficiles que vit sa communauté. Ce qui a été vraiment affectant, où vous voyez toute une population dévastée, des villages presque inexistants. Là-bas chez nous, il n'y a rien, il n'y a plus rien, plus personne ne dort. Tout le monde est dehors. Et chaque jour, la situation s'aggrave. Et comme vous l'avez lu dans le communiqué de l'OMVS, que ces lâchers-là ne peuvent pas être arrêtés pour le moment. Très en verve, ces élèves et étudiants regrettent une non-assistance des autorités étatiques. Selon eux, à part la visite du ministre de l'Intérieur, ils n'ont toujours pas reçu d'aide de la part du gouvernement. Comment peut-on venir sauver des gens les mains vides? Des discours, nous n'en avions pas besoin. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'État devrait être en mesure d'apporter des solutions d'urgence comme le recasement de ces sinistrés-là et aujourd'hui une assistance, une aide alimentaire, comme le fait aujourd'hui la communauté ici, à Dakar et partout. Laissés à eux-mêmes pour reprendre leurs termes, la jeunesse soninké souhaite que l'État ait le même engagement que lorsque des inondations avaient frappé certaines villes. Faire le tour avec des billets, il n'y a pas question de distribution d'argent là-bas. Mais c'est de venir avec l'armée, avec la mobilisation, tel que cela a été fait récemment dans certaines localités. Il faut que l'égalité des chances soit une réalité. Il faut que l'équité territoriale ne soit plus un discours vide et vain. Il faut que cela soit une réalité. 4 millions de francs CFA déjà dépensés par la communauté Malo pour venir en aide à sa communauté. Ces sinistrés pensent que l'heure n'est plus aux mots, mais à l'action. Et puis cette crise à la Poste, les travailleurs protestent contre les retards de paiement de leur salaire. Ils ont organisé ce matin un sit-in devant la direction générale. Ils appellent les autorités à tenir leurs engagements et sortir l'institution de la crise qu'elle vit depuis plusieurs années. Koumbasey et Moussafal. Les agents de la Poste perçoivent tardivement leur salaire. Ils se sont mobilisés aujourd'hui pour dénoncer cette situation. Aujourd'hui encore, comme il y a de cela 2 ans, 5 jours, jour pour jour, on était ici pour revendiquer le paiement de nos salaires. Mais malheureusement, on est dans une situation où aujourd'hui, la dignité des postiers est piétinée. Leur fierté d'appartenance à la Poste s'est effritée. Mais on touche aujourd'hui à la sensibilité de nos enfants.
parce que les enfants sont vulnérables. Depuis l'ouverture des classes, des postiers n'ont pas la possibilité de faire inscrire leurs enfants. Ils appellent aux nouvelles autorités de trouver des solutions urgentes. À ces nouvelles autorités, nous savons pertinemment qu'ils ne sont pas responsables de la situation de la Poste, mais ils ont la responsabilité de trouver des solutions urgentes à ces problèmes-là. Et on ne peut pas, en tout cas, trouver des solutions pérennes sans, en tout cas, impliquer les travailleurs. C'est ce que nous n'avons pas remarqué depuis l'avènement, en tout cas, de notre ministre de tutelle. Des propositions ont été faites par le syndicat à travers un mémorandum qui retrace des pistes de solutions selon toujours le secrétaire général. Tout le monde sait que le SNTPT est un syndicat responsable. Au-delà des combats qu'on mène, nous, en tout cas, on produit des propositions. Aujourd'hui, nous avons en bandoulière un mémorandum qui retrace la situation, mais qui indique des pistes de solutions claires. Mais nous peinons, en tout cas, à le rencontrer. Les travailleurs demandent au ministère de tutelle de leur accorder une audience pour une concertation, mais aussi de les impliquer, parce qu'il est impossible de trouver des solutions durables sans eux. Et en début de semaine, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé les syndicalistes à faire preuve de plus de patriotisme. Il leur a demandé d'avoir un tout petit peu plus de patience après la réaction des syndicalistes dans nos éditions précédentes ce soir. Nous donnons la parole aux populations pour recueillir leurs avis, découvrir leurs réactions dans ce reportage signé Abingom et Moussadia. À Diamniadio, le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé aux syndicalistes de moduler leurs revendications. C'était lors du lancement du nouveau référentiel Sénégal 2050. Certaines se réjouissent à la demande du chef du gouvernement et estiment qu'il est effectivement nécessaire de laisser du temps au nouveau régime. Les syndicalistes sont aussi des travailleurs. Nous devons tous s'unir et ne pas se presser. Ce régime vient de démarrer. Il faut que nous leur laissons du temps. Gabriel Faye ne s'oppose pas à cette idée, même s'il reconnaît la légitimité des revendications des syndicalistes. Les syndicalistes ils doivent faire un choix entre le pays et leurs besoins personnels. Ils ont pu tenir durant plus de 5 ans, donc qu'ils laissent le gouvernement le temps de bien s'organiser, de mettre le pays en règle, de repartir à zéro. Après, ils pourront venir au moins 1 an. Bien vrai que quand tu travailles, il y a des obligations qu'on te doit. Contrairement à Gabriel, Moustapha Kanté pense que le nouveau gouvernement doit respecter ses promesses. Il invite les syndicalistes à ne pas baisser les bras. Les syndicalistes doivent continuer leur travail. Ouais. Il faut que le PM assume ce qu'il fait en fait. C'est lui qui avait promis aux Sénégalais qu'une fois à la tête du pouvoir, il va tout faire pour régler nos situations. Les syndicalistes doivent continuer à travailler sur ce qu'ils faisaient auparavant. Oui, pour l'intérêt des travailleurs, bien sûr. Concernant la vision Sénégal 2050, le Premier ministre Ousmane Sonko compte sur les syndicalistes pour qu'ils revoient leur méthode de revendication. Ces propos sont perçus de manière diverse par nos interlocuteurs. Et face à la recrudescence de la migration clandestine, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes a organisé une campagne de sensibilisation dans les villes côtières, principaux points de départ des migrants. Et selon la directrice de l'ANPEJ, cette campagne vise à dissuader les jeunes de partir et à les encourager à rester. Elle a participé à l'étape Saint-Louis et s'est confiée à nos correspondants Momar Alessian et Mokhtar Seck. L'inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi est combinée à une raréfaction des possibilités d'insertion des jeunes ont fait basculer beaucoup de jeunes dans le chômage et dernièrement dans la migration irrégulière. Vous savez, l'ampleur de ce phénomène et les problèmes qui lui sont connexes montrent la nécessité de le combattre avec des actions concrètes. C'est dans ce sens que les autorités sénégalaises ont pris les dispositions pour lutter contre le départ des migrants. Vous savez, lors du Conseil des ministres du 18 septembre, son Excellence Président
de la République Diomaye Diakhar Faye a exhorté le gouvernement du Sénégal, à travers le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, de prendre tous les dispositifs préventifs, sécuritaires et même coercitifs pour lutter contre le départ des migrants. Et ANPEJ, en tant qu'une structure en charge de la promotion de l'emploi des jeunes, il est de notre ressort de répondre à l'appel du président de la République. C'est dans ce sens que nous, à travers notre Sésame, le Centre sénégalais d'appui à l'emploi, à la migration et à la réintégration, on a organisé cette caravane de sensibilisation pour lutter contre ce phénomène qui prend une ampleur démesurée. Et pendant ce temps, à Kaffrine, les agriculteurs demandent à l'État du Sénégal de fixer rapidement les prix du kilogramme d'arachide. Inquiets de la qualité des prochaines récoltes, ils souhaitent connaître ce prix afin d'éviter les blocages observés ces dernières années dans les marchés hebdomadaires. Plus de détails avec Boubacar Falbop et Chertidiane Diop. Un hivernage pluvieux cette année à Kaffrine, mais des pluies tardives. Une situation qui peut négativement impacter la qualité des récoltes, surtout l'arachide. Et c'est pourquoi l'État doit très tôt fixer le prix d'achat du kilogramme d'arachide. Beaucoup de personnes s'interrogent sur la qualité des récoltes prochaines, surtout l'arachide. Il urge de la part de l'État de fixer très tôt le prix du kilogramme. Une telle mesure devrait, selon lui, permettre de lutter efficacement contre le bradage des récoltes dans les marchés hebdomadaires. L'État doit aider les agriculteurs en déterminant le plus tôt possible le prix d'achat du kilogramme d'arachide pour éviter ce qui s'est passé les années dernières avec le bradage des récoltes dans les marchés hebdomadaires. Le maire, par ailleurs grand producteur, qui s'exprimait en marge d'une finale de football à Malémoda, appelle également l'État à fixer un prix qui arrange les agriculteurs. Et dans le cadre du projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes, le ministre de l'Agriculture a inauguré une plateforme de commercialisation à Sangalkam. Ce projet vise à diversifier l'offre agricole et à renforcer la souveraineté alimentaire. Mabouba Diagne explique au micro de Babacar Seck l'importance de cette initiative. À doter ces plateformes de chambres froides en vue d'assurer une bonne conservation des produits sur une longue durée, élaborer un plan d'amortissement des immobilisations utilisées dans les plateformes, notamment les magasins de stockage, les chambres froides et les équipements de passage, de tri, de conditionnement qui sont ici installés. Diversifier la gamme de produits commercialisés par les producteurs au niveau des plateformes, tomates, choux, carottes, oignons, pommes de terre, aubergines, etc. Je me réjouis que vous devez créer un comité interprofessionnel pour l'horticulture qui se chargera de la collecte de la redevance, comme prévu dans l'article 25 de la loi agro-silvopastorale que je viens de présider le lancement des travaux. Mettre en place un système de gestion intégré qui relie toutes les informations dans les plateformes, dans les différentes plateformes. Assurer les campagnes de communication et de plaidoyer afin d'assurer une meilleure visibilité des plateformes. Pensez aussi à l'assurance agricole. Pensez à la formalisation. Ne négligez pas la formation. Pensez de plus en plus aussi à faire des fermes agroécologiques. Et veuillez inclure l'arboriculture et le maraîchage parce que ça aide beaucoup pour réduire la volatilité de vos revenus. Et en prélude à l'événement de la COP29, la caravane internationale pour le climat a été lancée à Bargny. L'initiative vise à mobiliser les communautés face aux défis climatiques et les habitants de cette zone particulièrement touchés par les changements climatiques ont plaidé pour une justice climatique. Babacar Seck. Durement touchée par les impacts des changements climatiques, la commune de Bargny a été choisie pour le lancement de la caravane africaine pour le climat. Donc le climat et les effets du changement climatique affectent les côtes de Bargny
de manière disproportionnée. Barnier est frappé de plein fouet et voit donc son littoral disparaître, ses habitations disparaître, ses infrastructures disparaître et n'arrive plus à vivre des fruits, donc des secteurs productifs de cette commune habituelle. Donc les habitants de Barnier ne peuvent plus vivre des fruits de la pêche, ils ne peuvent plus vivre des fruits de l'agriculture, ils souffrent de beaucoup d'effets de pollution, du réchauffement climatique, qui fait que c'est effectivement une zone privilégiée pour illustrer les effets du changement climatique et l'impact néfaste que cela a sur les communautés. À Barnier, les communautés impactées par les changements climatiques s'insurgent contre l'installation d'unités industrielles polluantes. Les infrastructures polluantes comme la centrale, je ne peux pas parler sans dire centrale. Tout ce que nous avons de problème, c'est la centrale qui nous a amenés à ce terme. Parce que s'ils nous laissaient avec nos parcelles qui étaient là où on a implanté cette centrale, nous n'aurions pas subi les conséquences du changement climatique. Le changement climatique impacte plus que les femmes que les hommes. Il nous a mis dans un pétrin. Même les femmes enceintes emportent leur grossesse pour aller chercher une vie meilleure. Nous qui vivons sur le littoral, on a des problèmes. Parce que si une maison tombe, on rejoint les autres maisons. La caravane africaine pour une justice climatique est une initiative continentale en prélude à la conférence des partis au mois de novembre en Azerbaïdjan et accompagnée dans le département de Rufisque par Teranga Lab et les jeunes volontaires pour l'environnement. Et puis ce mercredi 16 octobre, le monde célèbre la journée mondiale de l'alimentation, le droit aux aliments pour une vie meilleure et un avenir meilleur. Thème de cette année met en lumière les enjeux alimentaires. Au Sénégal, l'ONG SOS Sahel a choisi de valoriser les plantes africaines oubliées à travers plusieurs activités. Explication, Elisabeth Grastine. Dans sa mission d'intervention sur les questions de sécurité alimentaire et environnementale en passant par la valorisation des compétences locales et en partant aux ressources naturelles, l'ONG SOS Sahel a saisi l'occasion de la Journée internationale de l'alimentation pour mettre au cœur de l'actualité les plantes oubliées et promouvoir leur consommation. C'est vraiment mettre au cœur de l'actualité les plantes oubliées, pas que le fonio, parce qu'il en existe beaucoup. En fait, les plantes oubliées ou négligées, ce sont des cultures qui étaient autrefois cultivées, mais qui ont été remplacées au fur et à mesure par le riz, le maïs et le blé, et qu'on cherche à remettre vraiment au cœur de l'actualité parce que ce sont des produits qui possèdent des vertus sur le plan nutritionnel, sur le plan environnemental, et c'est également une question de patrimoine culturel et d'héritage. SOS Sahel soutient aussi la production et la consommation du fonio, une céréale qui nourrit plus de 1200 producteurs et productrices dans le sud-est du Sénégal, notamment dans les régions de Kolda, Tambacounda et Kédougou. La responsable liste ses vertus. De ces plantes, parce que si on prend par exemple le cas du fonio comme vous l'avez évoqué, c'est une céréale en fait, qui est riche qui est sans gluten et qui est riche en fer et qui est aussi adaptée au sol sec. Et donc c'est important de soutenir cette production qui par exemple dans le sud-est du Sénégal fait vivre 1200 producteurs et productrices et donc majoritairement des femmes qui sont engagées dans cette activité qu'elles ont souvent héritée de leur mère et de leur grand-mère. Un programme bien accompagné par un soutien technique, économique, des conseils, des équipements et même des semences. La responsable du plaidoyer de l'ONG revient sur les objectifs. Et donc l'objectif de ce programme, c'est vraiment de redynamiser la filière, donc de renforcer les performances économiques et aussi techniques. Et donc on travaille avec 1200 producteurs et productrices, comme je l'ai évoqué. Donc on les accompagne à la fois sur le plan technique par des formations, et on a également mis en place des centres de services agricoles qui permettent en fait de fournir aux producteurs un ensemble de services qui sont utiles tout au long de la chaîne de la production jusqu'à la commercialisation. Des plantes de plus en plus délaissées et pourtant remplies de vertus sur le plan nutritionnel, environnemental, sans oublier leur place dans le patrimoine culturel africain. L'ONG SOS Sahel porte le combat pour leur redonner vie
Un combat soutenu par l'Alliance des cultures africaines mise en place au mois de juin dernier en vue de promouvoir ces plantes. En sport, Kinshasa accueille la 22e édition des championnats d'Afrique de boxe. Le Sénégal fait partie des 31 nations en compétition. Arrivée mardi, la délégation sénégalaise dirigée par l'entraîneur Bolegué se dit confiante malgré les mauvaises conditions de voyage. Bolegué que je vous propose d'écouter. Malgré que le voyage a été vraiment long, du fait que nous avions fait 2 escales à Accra et à Nairobi, nous voilà bien arrivés à destination. Actuellement, l'équipe a enclenché un programme de récupération. Les dés sont déjà jetés. Maintenant, nous ferons focus sur les médailles qui sont vraiment absents depuis, ça fait un bail, ça fait des dizaines d'années. On est resté concentré. Place aux médailles, Inch'Allah, pour hisser le drapeau national haut. Et puis des Sénégalais font le bilan des 2 matchs du sélectionneur intérimaire Pape Thiaw face au Malawi. Vous verrez dans le reportage que vous allez suivre tout de suite que les avis sont partagés. Si certains prônent sa nomination définitive, d'autres appellent à la prudence dans le choix de l'entraîneur qui va diriger les Lions lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Leurs opinions dans le reportage signé Cheikh Tidiane Diakhaté et Barazowa. C'est au terrain Kharial que nous rencontrons Ousseynou Dia. Le vétéran estime que l'alternance au niveau du coaching est arrivée au bon moment. C'est arrivé à temps, on le souhaitait. Parce qu'il faut savoir s'arrêter à temps aussi. Quoi. Tu as Lucie, l'ancien joueur, l'ancien coach, il a fait son devoir et sa mission. Pour le chargé de la petite catégorie du centre de formation de Kharial FC, il est temps de faire confiance à l'expertise locale en laissant Pape Thiaw à la tête de l'équipe nationale du Sénégal et faire un complément d'effectifs. Pour moi, ça amène à pied ou bien faire un complément d'équipe, les anciens professeurs sénégalais. Il faut des Sénégalais maintenant. Ils sont tous les techniciens, ils sont de grandes secondes de coaching et tout, ils ont de faire l'épreuve. Un autre amateur de football, trouvé à quelques mètres, se dit insatisfait de la prestation des Lions, malgré les 2 victoires obtenues. Puisque nous avons gagné ce match, nous pouvons dire que c'est bon. Le Sénégal ne doit pas battre le Malawi avec un but d'écart. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Contrairement au précédent, Abdoul Azizzi trouve satisfaisant le bilan de l'équipe nationale durant ces 2 matchs. Alhamdulillah, la prestation de l'équipe est bonne. J'ai pas vu de déchets. Elle a bien joué. Prions pour qu'il y ait une continuité. Le staff par intérim de l'équipe nationale du Sénégal est beaucoup plébiscité par les footeurs. Après une qualification à la CAN 2025, les chantiers semblent énormes pour la bande de Pape Thiaw, vu la concurrence au niveau continental. La rubrique découverte de ce mercredi nous mène au village de Kaimor, un lieu riche en secrets historiques et méconnus du grand public, fondé par des descendants de rois venus du Jolof. Kaimor, autrefois appelé Keur Mbagne Fabor, regorge de sites historiques qui méritent d'être valorisés. La rubrique découverte de ce mercredi est signée Sekou Diallo. Il est venu du Jolof, accueilli par le Bour Saloum en 1523. Quand Latmingué Djilen était le 3e Bour Saloum, Biram Ndiémé Hilal a voulu être intronisé au Jolof comme roi. Mais son souhait n'a pas connu de succès. Il a voulu prendre les armes pour se battre, mais son frère s'est opposé à cette décision. Il lui a invité de venir au Saloum. Après son séjour à Kahone, Biram Ndiémé Hilal continue son voyage vers la Gambie et c'est pour élargir le royaume du Badibou. Le département de Nioro faisait partie du Grand Badibou. À l'époque, le Badibou n'était pas éclaté. Il s'étendait jusqu'à Ndama et Biram Ndiémé Hilal était bien préparé pour aller faire sa mission convenablement. Il était bien armé et accompagné de soldats.
jox ko ay ngànnaay yu ñu ko war a jox mais boole ko na ak loo xam ne moo da juróom-ñeenti ñay xare yoo xam ne ko danga bëgg na fi nag nga jóg pour dem mission boobu. Après plusieurs batailles, il s'enfonce vers les territoires anglais où il a été accueilli à Djimbala. buur ba nga xam ne moo nekkoon ca Kawour. Quand le roi qui était à Kawour a entendu ces bruits, il a demandé ce qui s'est passé. Il avait consulté les voyants de l'époque. Il a été notifié que c'est un fils de roi qui venait lui rendre visite. Ils lui ont conseillé de l'accueillir avec hospitalité. C'est dans cette localité où naquit Mbagnick Fabor, le fondateur de Kër Mbagn Fabor en 1622. Il a eu un fils là-bas qu'il appela Mbagnick Fabor, c'est-à-dire Mbagnick, le fils de Fabor. Après plusieurs années, quand Mbagnick Fabor a senti avoir la force, il s'est engagé pour une mission. Il avait fait un rêve, et ce rêve signifiait une lumière qui jaillissait presque partout. Et il avait pris l'initiative de suivre le chemin de la lumière. C'est pour cette raison qu'il a quitté Ndiayène Sandiara pour venir ici, où nous sommes. Et c'était pour fonder Kër Mbagn Fabor. Fonder le principauté nga xam ne kat mu nekkul réew moo xam ne réew mu xaw a yaatu la nga xam ne kat tey moo fii la sampé woon. Après plusieurs années, ce village va connaître un déclin. Un épisode tragique chez les femmes après une attaque à l'absence des hommes valides. yaata yàlla di Linguère boo xam ne wax dëgg dañu song dëkk bi ci ginnaaw ki nga xam ne. Après l'attaque du village à l'absence de Boumi Kaymor, et à l'époque c'était Biram Ndiémé Diogo, les femmes devraient être capturées pour être esclaves. Elles se sont toutes mobilisées pour tomber dans un puits, et ce puits s'appelait Ndéné Linguère. parce que ñoom yaakaar nañ ne daanoo ci teen bi sax moo gën a nekk jàmm ci ñoom ci ñu jàpp ne pour def leen ay jàmm. Cette pierre constituait une importance capitale pour les populations de Kaymor à l'époque. Cette pierre constituait un secret professionnel pour le village. Et entre cette pierre et Kër Mbagn Fabor, ça faisait presque 250 mètres. Et elle était jalousement gardée. Teenu Toxumba, c'était le puits qui ravitaillait le village en eau potable. C'est un berger qui voyait un oiseau entrer et sortir dans l'eau qui avait déclaré ce puits aux populations de Kaymor. Elles sont venues pour vérification. Elles ont trouvé un trou de 7 mètres de large et 9 mètres de profondeur. L'eau était claire, douce et limpide. Quand elles ont entré dans ce trou, elles ont trouvé un gros serpent. Et c'était le propriétaire du puits. Quand le serpent est sorti, elles ont chanté pour le serpent et il est rentré encore dans les eaux. À l'instant, il y avait des passants, des voyageurs qui demandaient ce qui s'est passé. Ils ont dit « Li Kagnmom », ce qui veut dire c'était quand ceci. Et cela, avec déformation, a donné le nom de Kaymor. Et l'autre dit Khana Toxumba, ça veut dire ceux qui étaient ici se sont déplacés et ça a donné le nom de Toxumba. Ces eaux sont toujours utilisées par les populations. Les femmes qui viennent ici pour des raisons de mariage font leur premier linge ici au niveau du puits. Ces sites historiques, malgré leur importance, sont presque laissés en rade par les autorités, d'où l'appel pour la réfection de ces sites. Le puits Toxumba, fondé vers 1800 jusqu'à présent, les eaux sont utilisées. Mais voyez l'état dans lequel il se trouve. Kër Mbagn Fabor est aussi non considéré par les autorités. Le puits Ndéné Linguère a presque disparu. La pierre d'Idodunam n'est pas considérée aussi parce qu'elle devait être bien protégée. Mais ce n'est pas le cas. Kaymor est aujourd'hui devenue une commune de 23 villages. Les activités principales des populations, c'est l'agriculture, l'élevage et le commerce.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.